Bienvenue à votre rendez-vous dominical. Chaque dimanche soir, vous êtes habitués de suivre ces grands rendez-vous qui débattent sur l'actualité, sur des valeurs, sur les perspectives pour la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, Vérité en toute liberté reçoit une voix de vérité. Il s'agit d'Alphonse Ngoyi Kassanji. Bonsoir honorable. Bonsoir. Je ne suis pas seul sur ces plateaux, je suis avec mon coéquipier de tous les dimanches, James Katambwa. Bonsoir James. Bonsoir. Avant de débattre toutes les questions prévues pour ces débats, suivez ceci. Leader politique de grande renommée, Alphonse Ngoyi Kassanji est un fils du Kasaï. Né à Ngandajika le 12 février 1963 de l'union d'Anakle Wankanda et de Bernadette Moulanga. Il a commencé ses premiers pas dans cette même localité où il entamera ses études primaires et ses humanités, où il a terminé au lycée Ndeji en biologie-chimie. Très tôt, Alphonse Ngoyi Kassanji a appris la loi de l'effort et du mérite. C'est dans cette perspective qu'il se lancera dans les affaires où il a appris le maniement de pierres précieuses, les diamants, dont il en deviendra expert et entrepreneur célèbre. C'est alors qu'il créera sa propre entreprise Ngokas Trading, dont il préside la destinée comme président-directeur général. Dès 1996 à 2007, il sera élu président du conseil provincial de diamantaire du Kasaï oriental avant de devenir président national de la Fédération congolaise d'or et des diamants de 1998 à 2007. Porteur d'engagement profond pour son peuple du Kasaï, il décidera alors d'adhérer au monde politique en 2006 avec un engagement de contribuer à l'amélioration des conditions de vie et à la gestion de sa cité. Il sera alors élu gouverneur de 2007 à 2019. Malgré ses prouesses avérées dans le monde de responsabilité politique, le goût des études ne l'a jamais échappé. C'est alors qu'il s'inscrira à l'université de Kinshasa pour parachever ses études en droit. Mais il faudrait relever qu'il est resté engagé à la formation et à la préparation de l'intelligentsia kassaïenne future. Il sera nommé administrateur de l'université de Mbuji-Mayi de 2001 à ce jour. Marié à Madame Odette Mbouyi, de cette union naîtra 7 enfants. Il est chrétien pentecôtiste engagé et convaincu. Comme gouverneur et plusieurs fois élu du peuple, il a su laisser des empreintes indélébiles à la tête de cette province qu'il a dirigée près de 12 ans. Pris de valeurs de paix et de justice, il soutient le libéralisme et le fédéralisme pour le développement intégral de la République démocratique du Congo. Aux jeunes, Ngoyi Kassanji exhorte au dévouement pour la nation comme apostolat dans la défense et la promotion de l'intérêt général et non le simple besoin du lucre ou la recherche de se mettre à l'abri du besoin. Ouvert aux valeurs positives, il s'est inspiré et réapproprié la pensée de John Kennedy qui demande au peuple de participer et de contribuer à l'effort du développement de la nation et non attendre l'État-providence. Pour répondre à l'appétit de son estomac, Ngoyi Kassanji Alphonse préfère son foufou natal et les moulingwa qu'il déguste avec plaisir. Il aime la couleur bleue qui lui rappelle le ciel et le rouge, les sons du Christ. Attaché aux valeurs de famille, il se souvient au quotidien des efforts de ses parents pour la scolarité dont il a été bénéficiaire malgré les multiples difficultés de la vie. Homme de vérité et de liberté d'esprit, Ngoyi Kassanji Alphonse s'oppose à toute tendance à l'extrémisme, quelle que soit sa forme. Ce qui, selon lui, rétrograde les mentalités et bloque le développement du pays. Il faudrait noter par ailleurs que Ngokas Tshobesha, pour les intimes, est amoureux du ballon rond. Il s'est engagé à ramener à sa meilleure performance le Sa Majesté Sangabalende wa Banjelu ni Basantu et il est titeur de l'Océan Pacifique Club pour le même objectif. Perspicace et déterminé, il s'est dit la voix des sans-voix pour l'éclosion de la liberté réelle et la démocratie
en République démocratique du Congo. Rebonsoir, Excellence. Bonsoir, Eric. Nous vous avons présenté à notre manière, mais qu'est-ce que nous pouvons retenir en une phrase de l'homme que vous êtes? Comment vous définissez? Ngoï Kassanji Alphonse, un grand opérateur économique connu dans notre pays, à travers le monde, un grand homme politique de la République, un élu du peuple. Donc, dans les 3 cycles électoraux, j'ai joui de la confiance de la population. Donc, élu député provincial en 2006, 2011 député national, 2018 député national, député provincial national et sénateur, gouverneur depuis 2007 jusqu'en 2018, donc 2019. Voilà, donc je suis l'homme du peuple. On dit triple Bassa. Vous êtes originaire du Kasaï oriental, où vous avez travaillé longuement pour le peuple kassaïen. Qu'est-ce que, selon vous, peut rassembler tous les Kassaïens aujourd'hui pour parler un seul langage, celui du développement? Vous savez qu'il y a un grand leadership aujourd'hui, animé par un digne fils de notre province, la province du Kasaï oriental, qui est maintenant le père de la nation. Ce n'est que lui qui peut fédérer donc tout le monde autour de lui pour parler du développement de notre province. Parce qu'il y a un certain extrémisme politique des partisans de son parti. Et donc, qui est celui qui peut déclencher, disons, l'unité de notre province pour essayer de parler du développement de notre province? Parce que le développement ne dépend pas d'une couleur politique. Le développement, c'est l'engagement de toutes les filles, tous les fils de notre province. Donc, le seul qui peut aujourd'hui fédérer, c'est le président de la République. Donc, je lance un appel à son niveau. Justement, c'est pour cette question, pour beaucoup, il y a ces contrastes qu'on ne sait pas expliquer. La province du Kasaï oriental, c'est la province qui regorge des hommes puissants du Congo, des hommes d'affaires, des grands scientifiques. Mais vous êtes en retard de développement. Par où faudrait-il commencer? Bien, vous savez que notre province a une très grande richesse. La grande richesse, c'est le capital humain que vous venez d'évoquer. Donc, si on met cette richesse en exergue et on l'exploite, je crois que ce sera un élément déclencheur, plus déclencheur de notre développement. Mais hélas, on met plus en avant la politique, les divisions. Je reviens à l'extrémisme politique qui divise davantage les dignes fils de la province, qui ne peuvent pas exploiter le capital, la richesse que nous avons, le capital humain. Donc, voilà. Alphonse Ngoï Kassanji a fait plus de 10 ans à la tête du Kasaï oriental. Qu'est-ce que les Est-Kassaïens peuvent garder de votre passage à la tête de cette province? Un homme engagé pour d'abord la sécurité des personnes et leurs biens, et ensuite pour le bien-être de sa population. En parlant du bien-être, j'évoque le développement, le vécu quotidien de notre population, la création des emplois, l'éducation, la santé de notre peuple, les infrastructures. Et donc, d'une manière générale, la province retiendra qu'un homme est passé à la tête de la province avec peu de moyens. Il a prouvé qu'il pouvait asphalter une route, la route
dont on nous disait que pour asphalter 1 kilomètre de route, il faut simplement les financements de la Banque mondiale. Quand nous, on a grandi chez nous, c'était ça. On n'a pas vu un gouverneur qui a asphalté une route. Non, je suis le premier. Et comment je l'ai fait? J'ai commencé à couper du bois, à chauffer du bitume avec mes mains et à asphalter les routes avec mes mains, sans engin. C'est comme ça que j'ai asphalté le boulevard Laurent Désiré Kabila, long de 9 km. Ils retiendront que Mbalawa Chitolo appartient au passé. Ils retiendront que... C'est les ravins. Ils retiendront que le ravin maréchal est redevenu une route depuis plus de 40 ans. Ma population retiendra que le gouverneur Ngoï Kassanji, il est celui qui a ramené le maïs de 4000 francs que je trouvais à 400 francs à un moment. Donc, j'ai lancé pour la première fois l'agriculture comme priorité des priorités. On n'oubliera pas que j'ai sorti les enfants des mines de diamants, j'ai construit les écoles, donc au total 285, qui ont fait de nous, que nous redevenions première province éducationnelle de la République. Je suis arrivé, je trouvais que ma province était la toute dernière des provinces éducationnelles de la RDC. Mais les actes que j'ai posés en faveur de l'éducation de nos enfants nous ont ramenés à la première position depuis 2009 à ce jour. Et donc, on retiendra que Ngoï Kassanji est celui qui a mis fin au phénomène Kamwena Sapou, qui avait affecté notre province. Et donc, au bout de 30 jours chez moi, j'avais terminé cette affaire à travers le dialogue, à travers mon approche pragmatique du dialogue. On n'oubliera pas le phénomène suicidaire. Pour ceux qui ont habité la ville de Mbujimaï, qui a emporté chaque jour 15 à 20 personnes, qu'on tuait comme ça, atrocement. Et j'avais promis de mettre fin à ça. Au bout de quelques mois, j'avais terminé l'affaire comme un. Donc c'est d'une manière générale que je peux vous dire 48 km de route asphaltée, restent les traces indélébiles. Le stade Kachala-Bonzola, moderne. Je crois que vous l'avez oublié. Pas neuf. D'un coût de 11 500 000 $. Et donc je n'ai pas vu un gouverneur, je les respecte, mais je n'ai pas vu un gouverneur depuis que j'ai grandissé, qui a réalisé un projet sur fonds propres de la province qui a coûté 2 millions de $. Je n'en vois pas. Mais moi, j'en ai fait autant. Alors, à moins que je ne m'abuse, je n'ai pas vu une image d'une remise et reprise entre Alphonse Ngoï Kassanji et Maouja Djouna. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était un refus catégorique de votre part ou bien il y avait des empêchements? Malheureusement, mon mandat de député national était déjà validé. Donc, ça devenait incompatible pour que je retourne en province afin de faire la remise-reprise. Néanmoins, mon vice-gouverneur qui est resté, continuer les affaires de l'État, faire exercer la fonction de gouverneur, il a fait la remise-reprise avec le gouverneur Maouja. Il n'y avait pas d'animosité entre eux? Pas du tout. Malgré vos réalisations à la tête de cette province, et vous êtes à féliciter, vous avez travaillé avec de fonds propres et de moyens difficiles que vous avez mobilisés. Jusqu'aujourd'hui, pour plusieurs, vous ne faites pas l'unanimité. Est-ce que Ngoï Kassanji est un homme mal compris ou simplement il est conflictuel? Écoutez, je venais d'évoquer d'entrée de jeu le problème que nous avons chez nous, au Kasaï oriental. On a tendance à confondre l'appartenance à un clan politique et la politique elle-même. Imaginez-vous que quand j'ai commencé à asphalter les routes, je passe devant la permanence de l'UDPS. Sur cette avenue Kalonji, il y a eu beaucoup de morts. Les accidents des camions, parce qu'il n'y avait pas de route, les camions se renversent en pleine ville.
Mais j'asphalte la route qui passe par devant la permanence de l'UDPS. On me jette des pierres. Pourquoi il asphalte la route? Qu'est-ce que nous viendrons faire? Mais quand est-ce que vous prendrez le pouvoir pour venir faire? Parce que vous devriez, ça devrait être la joie de tout le monde. Mais pourquoi il y a une partie, surtout l'appartenance, les membres de l'UDPS, ils ne voulaient pas du tout qu'on travaille. Ils cassent les engins donc, qui asphaltaient les routes. On jette des pierres, on casse. Hein? Cela me ramène à ce que j'ai vécu, ce qu'on a vécu au Kasaï oriental, avant même que je ne sois gouverneur, avec notre frère Mwambachi Chimbi, à Kabaïkamon. Il est en train de donner de l'eau à la population. On fait les forages, il donne de l'eau à la population. Mais on brûle l'atelier de forage. À Kabaïkamon. On a brûlé tout un atelier de forage. Un engin qui coûte 200-250 000 $. On l'a brûlé. Pourquoi? Au nom de la politique. On veut que tout le monde soit de l'UDPS. Si vous n'êtes pas de l'UDPS, vous êtes l'ennemi des partisans de l'UDPS. Voilà mon problème. Donc, Ngoï Kassange, du fait de ne pas être de l'UDPS, d'avoir quitté l'UDPS pour une approche pragmatique. Parce que moi, j'avais trouvé qu'en 2006, l'UDPS n'était pas aligné au processus électoral. Alors, que faire? Hein? Je m'étais présenté comme indépendant, candidat indépendant, député provincial, candidat indépendant, gouverneur de province. Et j'ai gagné. Donc, j'ai gagné du fait d'adhérer à la majorité présidentielle. Eh bien, j'étais du coup l'ennemi. C'est le problème que vous vivez aujourd'hui. Ce n'est pas qu'un Ngoï conflictuel, mais le fait d'avoir appartenu à une famille politique. Mais on trouve ces provocations, par exemple, avec votre loi que vous proposez. C'est votre exercice comme député de projeter les pays de l'avant. Vous êtes au cœur du débat aujourd'hui. Vous proposez à ce que le président de la République soit élu par les députés, alors que le processus que vous avez commencé avec l'ancien régime et qui devait permettre à ce que la démocratie soit assise chez nous, ça se trouve un peu perturbé par cette démarche. Et aujourd'hui, c'est encore l'UDPS qui se réveille pour regarder vers vous et dire que ça ne va pas. C'est une provocation. En quoi une proposition de loi peut être une provocation pour un parti politique? Ça m'étonne. Les Français disent que du choc des idées jaillit la lumière. Nous avons vécu les 3 cycles électoraux qui ont été sujets aux contestations. Aux contestations qui ont amené la guerre dans cette capitale. Et nos compatriotes en sont décédés. Qu'à chaque cycle électoral, il y a une vive tension susceptible de basculer le pays dans une guerre civile. Vous vivez tout le temps ça. Chaque fois qu'il y a l'approche des élections, eh ben, la tension, etc. Et du coup, après les élections, à la publication des résultats, ce sont des contestations. Nous n'avons pas élu celui-ci, c'est lui qui a été élu, c'est celui-là. Et il y a un président qui vote, qui prête serment dans sa maison. Il y en a un qui se dit, je suis le président élu, et l'autre là-bas, il est le président proclamé. Mais de tout ça, il nous faut réfléchir. Il faut que les intelligences réfléchissent pour une approche beaucoup plus rassurante, qui puisse rassurer le peuple, beaucoup plus transparente, beaucoup plus solennelle. Donc vous voyez, et ma proposition de l'élection du président de la République au suffrage universel indirect n'est pas, je l'ai toujours répété, n'est pas un sacrilège. Parce que ça a eu lieu dans ce pays. Le président Kasavubu était élu au suffrage universel indirect au Parlement. Et dans des pays africains émergents, les pays comme l'Afrique du Sud, le président est élu au suffrage universel indirect.
les pays comme la Namibie, vous avez la Tanzanie, vous avez le Nigeria. Donc vous voyez que dans ces pays, il n'y a pas de problème. Chaque fois qu'il y a les élections, ça se passe et c'est du truc au tac. Il n'y a aucun problème. Mais ça résout quel problème? Ça résout le problème de la transparence. Ce qui se passe, c'est quoi? Vous trouvez une population de Kinshasa, par exemple, de Bandundu et d'ailleurs, qui estime avoir élu massivement quelqu'un. Mais quand la CENI publie les résultats, c'est un autre. Ceux qui ont élu ce président-là se disent non, ce n'est pas ce président ici que nous avons élu. Du coup, c'est d'une forte tension, c'est l'Église qui conteste, c'est la communauté internationale, c'est l'Union africaine, etc. Quel est le problème à la base de cela? Le manque de transparence de cette élection-là. Il y a un bureau qui travaille et qui nous dit celui qui est élu, c'est celui-là. De quelle manière? Ce bureau ne sait pas démontrer cela. Un manque de transparence. Et ce que moi je propose, les gens ont tendance à croire que j'annule le droit, j'ignore le droit de la population. La population n'élit pas son président. Mais non, lisons bien la Constitution. L'article 5 de la Constitution à son alinéa 4 dit quoi? Cet article 5 parle de la souveraineté du peuple, qu'il exerce au moyen du référendum et au moyen des élections. Et l'article 5 alinéa 1 dit le peuple élu directement ou indirectement à travers ses représentants. C'est toujours le peuple. Et donc, l'avantage de ma proposition, c'est la transparence. Donc, le peuple va élire son président. Au Parlement, là-bas, tout le monde verra qui est élu. Il n'y aura pas de contestation. Vous voyez? Donc, on élit le président, on dépouille, on fait le dépouillement solennellement, et tout le monde voit qui a été élu ou pas. Et ça règle le problème. Au lieu que ce soit un petit groupe qui s'enferme, qui se dit plénière, et c'est le président de la CENI qui vient proclamer les résultats. Mais Alphonse Ngoyi Kassange, dans ce cas-là, il y a un risque énorme de corruption. On va y revenir, peut-être vous allez dire un mot là-dessus, parce qu'il y a un risque énorme de corruption. Mais à ce propos, toujours, il y a des bruits, des rumeurs qui courent que vous êtes pratiquement la personne attitrée en ce moment qui est chargée de tester les missiles du FCC. Quand il y a dans le laboratoire un missile qui est bien préparé pour attaquer les pouvoirs en place, c'est vous qui êtes attitré pour les tester. Qu'en dites-vous? Moi, je deviens une marionnette au fait. Non, 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 non. Monsieur James, vous me connaissez, hein? Je suis d'une forte personnalité que je ne peux accepter de jouer un tel rôle. Je suis pas... J'ai exercé les fonctions de gouverneur pendant 12 ans. Je suis un grand homme d'affaires. Que me donnera-t-on pour exercer une sale mission? Ngoyi Kassange, quand il parle convaincu de ce que j'ai, de mon intelligence. En ce moment ici, je suis élu, je dois légiférer, je suis juriste, je scrute la Constitution et je suis en train d'exploiter les possibilités d'avoir une élection apaisée du président de la République. Qu'on se rassure que ce président que nous avons a été effectivement élu. Admettons que ceux qui disent que ce président, le président n'a pas été élu, hein, c'est un président nommé. S'ils ont raison, je ne dis pas qu'ils ont raison, mais s'ils ont raison, vous croyez que quelqu'un qui a une conscience chargée, hein, pourra effectivement travailler, répondre aux attentes de la population? Non. Donc, il faut que ce président qui est élu soit
dans sa conscience, parce que moi je suis chrétien, hein, en lisant la Bible dit que si votre conscience vous reproche, Dieu est plus grand que votre conscience. Donc vous avez une conscience chargée, oh, je n'ai pas été élu, bon, c'est quelqu'un d'autre qui a été élu. Vous voyez, tous ces problèmes jouent, favorisent le développement ou pas de notre pays, favorisent la paix ou pas dans notre pays. Donc voilà pourquoi j'ai réfléchi, j'ai exploité les compétences que j'ai pour pouvoir faire cette proposition. Je ne peux pas être utilisé par l'FCC. Honorable Ngoï Kassanji, dites-nous un tout petit peu, on va parler de l'état de droit. Vous êtes quand même un homme de loi, vous êtes juriste. On sent qu'il y a une volonté à installer un état de droit dans ce pays. On a suivi dernièrement les procès 100 jours. J'ose croire, on ne critique pas les décisions de la justice, mais on ose croire que la justice a été rendue. Quelle est votre lecture justement de ce processus d'installation de l'état de droit dans ce pays? J'ai pas l'impression, c'est pas l'impression que j'ai de l'installation de l'état de droit. Non. Je pense qu'il y a l'installation d'un règlement, d'un état de règlement de compte. Je suis direct, hein? Je m'excuse. Règlement de compte. Il y a une différence. J'ai suivi le président Kagame. Et il parlait de la différence entre la justice et la vengeance. Il dit que la justice permet à l'État de reculer la société. C'est le dernier rempart. C'est-à-dire que quand vous allez devant la justice, vous savez qu'on va me remettre dans mes droits. Mais la vengeance crée la vengeance. C'est-à-dire aujourd'hui, vous vous dites, je suis devenu président, qui ont été au pouvoir. Aujourd'hui, c'est tel ou tel. D'abord, qu'ils sentent que je suis président de la République, qu'ils sentent que je suis tel ou tel, ils doivent subir. Et du coup, on détruit, on pille les maisons. Au nom d'une proposition de loi, on laisse marcher la milice, on forme la milice en pleine capitale, on forme la milice partout. Une milice qui tue, qui pille. Et vous n'avez pas un procès organisé à ce sujet. On sait très bien qui ont appelé ces gens à aller dans la rue. On sait que c'est venu de quelque part. Il y a eu un Kabound, il y a eu un Kabouya qui a appelé la population, qui est allé dans la rue. On les a suivis. Mais où sont les sanctions à leur niveau? Si c'était un véritable état de droit, eh bien ces gens-là devaient répondre. Au moins être invités pour être entendus. Parce que ça dégénère mot d'homme. Il y a l'immeuble de mon frère Sirnyangwe qui a été pillé. Les locataires ont été systématiquement pillés. Ils ont perdu leurs marchandises. Et on n'est pas indemnisé. Donc, ça c'est un état de règlement de compte. C'est loin d'être un état de droit. Et donc, vous verrez que les gens qui ont été formés 3 mois à Kingabo là-bas, où sont-ils? On devait tous les arrêter parce qu'ils ont reçu une formation à peu près militaire. Mais ils sont dans la rue, en train de causer des dégâts, tout ça. Donc, les procès 100 jours que vous avez évoqués, il y a à boire et à manger. Parce que, comme on le sait très bien, un président de la République et un directeur de cabinet engage qui? Un président, un directeur. Vous avez déjà vu la signature d'un président de la République sur les ordonnances? C'est copie certifiée conforme à l'original, directeur de cabinet tel. Donc, nous, quand on était en fonction, si vous voyez une lettre ou un message du directeur de cabinet, sachez que c'est le président de la République qui vous parle. Moi, mon directeur de cabinet n'a pas une autre fonction que de faire ce que moi je fais. Et donc, il y a à boire à manger, parce que si on suivait très bien dans un état de droit, il y aurait eu beaucoup de choses, des conséquences fâcheuses. Mais qu'est-ce que vous pensez, vous êtes juriste, qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait mettre en avant pour réformer notre justice et permettre à ce qu'il y ait effectivement cette justice distributive? Mais écoutez mes amis, monsieur Eric,
Vous savez que quand on fait des propositions pour améliorer les choses, figurez-vous qu'aujourd'hui, il est difficile qu'un juge soit condamné par un autre juge. Il est difficile. Donc, il se protège en quelque sorte. Et il faut quelque chose qui puisse impulser la réforme de la justice. Et quand on propose cela, il y a les propositions Minakou Sakata. On n'a pas eu le temps de les exploiter, d'écouter. Mais comme l'objectif, c'est de régler les comptes politiques, donc il y a quelque part, quand on commence à déclencher les règlements de comptes politiques, on ne peut pas permettre à quelqu'un qui puisse dire « arrêtez-vous ». Ça, ce n'est pas juste. Il y a un rôle d'injonction reconnu au ministre de la Justice. Mais ce rôle d'injonction, il l'exerce de quelle manière? Parce que vous faites une injonction à un procureur général sur lequel vous ne pouvez pas prendre des mesures administratives. Est-ce qu'il va vous obéir? Vous lui dites non, monsieur, arrêtez, ce que vous faites, ce n'est pas correct. Ça a tendance à un règlement de compte. Quand on a invité le ministre Tunda, parce que tout simplement, il a transmis ses avis à l'Assemblée nationale, même si nous avons vu d'autres avis du ministre de l'Agriculture, par exemple, qui ne sont pas passés au Conseil des ministres. Mais parce que, semble-t-il qu'on voulait régler les comptes à Tunda, on l'invite. Mais qui pouvait dire à celui-là de ne pas faire ce qu'il voulait faire? Mais tout simplement parce que le ministre de la Justice, il a un droit d'injonction qu'il ne peut pas exercer. Il n'y a pas les mécanismes qui lui permettent de sanctionner celui qui ne lui obéit pas en cas d'égarement. Donc, ces propositions ont l'avantage de reculer la justice, de faire en sorte qu'il y ait des réformes, qu'un magistrat, qu'un juge, quand il se comporte mal, qu'il soit sanctionné. Aujourd'hui, moi, je suis mis dehors. C'est un exemple que je vous donne. Je suis mis dehors, je me réveille comme ça, les policiers sont chez moi, sans sommation judiciaire. On m'a déguerpi. J'ai vu une copie d'une décision, d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance, dans laquelle il y a 4 personnes concernées, 4 villas concernées. Mais je suis le seul qui est mis dehors, tout simplement parce que on veut régler les comptes en Angoï. Et dites-moi, ce monsieur a pris une ordonnance sur un jugement déjà annulé dans toutes ses dispositions par la Cour suprême de justice. Donc la Cour suprême a dit on annule, saisi par le ministre de la Justice, par le procureur général sur injonction du ministre de la Justice en 1998. Mais ce monsieur prend un jugement et dit qu'il y a eu une vente publique, une saisie et une vente publique. Mais alors que cette vente publique a été annulée depuis 1998. Mais qui peut maintenant sanctionner ce type? Si vous allez avec on est en prise à partie, eh bien, bon, il se protège. Mais aujourd'hui, vous êtes mis dehors, comme vous le dites. Est-ce que, pour vous, c'est une page tournée ou il y a encore la justice à dire sur cette question? Il faut que les mains politiques se dessaisissent de l'affaire. Sinon, s'il y a une main politique à laquelle on obéit, vous pensez à qui? Vous pensez que les choses peuvent marcher? Voilà pourquoi je suis en train de frapper là-dessus. J'éveille le peuple à ne pas être distrait par des discours creux, dépourvus de substance. Vous voyez? Donc le peuple doit être éveillé. Il y a une grave déviation. Je n'ai pas vu ça depuis plusieurs années, même du temps de Mobutu. On déplorait les mains de Mobutu et ainsi de suite. Mais ce qui s'est passé avec nous, avec moi, c'est vraiment très, très, très grave. Très grave ce qui se passe, une grave déviation. Et ce que j'ai vu aujourd'hui, je ne sais pas condamner quoi que ce soit, mais Vital,
Il croupit là-bas 20 ans. Bon, il y a à boire à manger. Je crois qu'on aura le temps d'en parler en profondeur. Alphonse Boy Kassan, on ne peut pas vous avoir et ne pas dire un mot sur Sambadji Sangaba Lende. Vous avez longtemps dirigé ce club et vous avez fait des prouesses avec ces clubs. On a vu Sambadji Sangaba Lende, même en Afrique. Alors dites-nous, pourquoi ce divorce brutal avec les 100 héros de Mbujimaï? Vous les avez abandonnés pratiquement dans la rue. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Alphonse a démissionné et puis est parti comme ça, laissant les bancs les bancs centres dans la rue? Vous savez, mon frère James, vous pouvez imaginer que ce club que je trouve pratiquement dans la rue, en 2007, j'y aligne l'un de mes conseillers, M. José Mpanda, mais j'étais derrière lui. On relève Sa Majesté Sangaba Lende, qui commence à rivaliser avec d'autres grands clubs de la RDC. Je récupère moi-même Sa Majesté Sangaba Lende en 2011, avec comme objectif de faire jouer à cette équipe des compétitions interclubs de la CAF. Et du coup, nous devenons vice-champions de la RDC pour jouer 30 ans après les Champions League. Et on aurait gagné, on aurait... peut-être, je pouvais dire qu'on pouvait aller plus loin que ça. Si on avait joué chez nous, le match contre Al Hilal, ici à Kinshasa, où tout le monde, toutes les équipes s'étaient liguées contre nous. Vous emmenez l'équipe à ce niveau-là, au 8e de finale, où vous êtes sortis haut la main, parce qu'il y a eu les arbitres du Maghreb alignés en aller comme au retour, qui ont favorisé le club du Maghreb Al Hilal. Où vous revenez 15 ans après pour jouer la Coupe de la Confédération. Mais vous amenez l'équipe à ce niveau-là, vous retrouvez devant les fanatiques qui deviennent ennemis du club, qui commencent à identifier le club comme FC Tchibala. Ce n'est plus FC Sambadji Sangaba Lende, non, c'est FC Tchibala. Donc, qui introduisent la politique au football, qui commencent à venir pour jeter des pierres sur leur équipe. Non, mais alors il faut, j'avais dit moi-même que le jour où vous introduirez la politique dans l'équipe, je quitterai. C'est comme ça que j'ai quitté. On va parler de l'Amiba, on n'a plus assez de temps. C'est quand même une grande entreprise de la province que vous avez dirigée depuis longtemps. Et c'est pendant votre règne là-bas qu'on a vu l'Amiba sombrer, descendre dans les enfers. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait rien que vous pouviez faire pour aider l'Amiba ou qu'est-ce qui s'est passé puis l'Amiba sombre comme ça? Vous savez que toujours nos frères de l'UDPS, ils ont une campagne de diabolisation donc, à outrance. Ils peuvent divulguer le mensonge au point d'en faire la vérité. Vous dites que c'est à mon époque que l'Amiba a sombré. Non. Moi, je suis le président de la FECODI, le président national des diamantaires. Je participe à une conférence animée par le PAD Loabeya au début de 2006, je crois, 2006, à l'université de Mbujimaï. Le fait Loabeya, ils ont acheté une machine dragline. Ils ont eu un crédit de 9 millions de dollars. De cette machine, ils projettent la production de l'Amiba. Il nous fait les calculs, il fait des projections, des graphiques, où il nous montre qu'avec cette acquisition, ils vont doubler la production de 500 000 à 1 million de carats. Moi, dans cette réunion-là, pour ceux qui ont participé à cette conférence, je pose la question à l'OABEA. Je lui dis, monsieur le PAD, vous nous parlez de la production que vous faites actuellement de 500 000 carats. Mais vous la faites sur base de quoi? Parce que, à ma connaissance, vous n'avez pas d'engin. Vous ne produisez pas, vous faites le traitement des rejets. Vous retraitez les rejets. C'est-à-dire qu'une société qui commence à faire recours au traitement des rejets est en faillite. Alors, vous vous projetez sur base de la faillite
vous dites que c'est la production. Et vous ramenez au doublement de la production. Dites-moi si vous avez les engins, si vous produisez. Et l'Oabeya était très mal à l'aise tout au long de la conférence. Il n'a pas su répondre à ma question. C'était les débuts. Moi, quand je suis arrivé, j'ai trouvé la société MIBA en faillite, en grève, le comité de gestion incapable de payer les travailleurs. Tout simplement parce que même la dragline qui était achetée n'a pas tourné, n'a pas produit. Et avec une conséquence qu'ils ont terminé les traitements de rejets, ils ne pouvaient plus faire la production. Et voilà. Et tout le monde, tous les grands directeurs, les grands techniciens étaient partis de la MIBA. Les grands commerçants, tout le monde de Mbuji-Mayi était parti de la MIBA suite à la conséquence de manque de production de la MIBA qui injectait des devises sur le marché. Voilà. Nous arrivons au terme de cette émission. Qu'est-ce qui vous reste à dire ce soir? Bien, ce soir, je dis ceci à la classe politique et l'ensemble de notre peuple. Je dis que la RDC, notre pays, a eu une longueur d'avance vis-à-vis d'autres pays africains qui nous envient aujourd'hui. Vous avez des pays qui n'ont pas vécu ce que nous avons vécu ici en RDC. Depuis que nous sommes nés, c'est pour la toute première fois qu'on voit un président de la République qui a terminé son mandat, qui quitte ses fonctions pour respecter la Constitution, et un président avec qui ils font la remise et reprise, un élu. C'est la première fois que nous vivons ça. Nous ne pensions pas vivre ça. Mais hélas, nous venions de vivre un président en fonction qui a travaillé avec 4 vice-présidents qui étaient des belligérants, qui avaient les armées, mais qui ont quitté la guerre au nom de la paix pour travailler, pour fédérer. Et ils ont travaillé. Ils nous ont amenés au processus démocratique, aux élections. Il n'y a pas eu de problème, ils pouvaient se dépasser, ainsi de suite. Mais il est inadmissible qu'aujourd'hui, où il y a eu une alternance pacifique, qui est ce que nous vivons aujourd'hui, chaque jour, des tiraillements, celui qui est en fonction accuse d'autres, bon, on veut freiner l'élan de la démocratie et les bénéfices de cette alternance. On ne vit pas ça. Donc tout ça, je crois qu'il est temps que les politiques se ressaisissent, que ceux qui sont en fonction aujourd'hui se ressaisissent au nom de l'intérêt supérieur qu'est notre peuple. Aujourd'hui, nous avons de la violence partout, des guerres partout, des tueries à l'est de notre pays. Et donc, il faut songer sur ça, se mettre ensemble au lieu de continuer dans des querelles alors que notre peuple en meurt. Donc, voilà ce que j'appelle à notre population, que les extrémistes politiques mettent de l'eau dans leur vin de manière à favoriser l'unité nationale, la cohésion nationale qui puisse déclencher la paix sur l'ensemble de notre pays et impulser le développement. Voilà, nous vous remercions de votre disponibilité. Vous avez beaucoup à dire, mais le temps nous imparti est trop court. Nous espérons vous recevoir au cours de nos prochaines émissions. Merci beaucoup, James. Merci, Eric. Ça n'est fini pour ce soir. Merci de votre fidélité à votre chaîne de référence. À dimanche prochain.